Alors, Schopenhauer, c'est un des plus grands philosophes, ça c'est sûr, mais c'est aussi, et il faut le dire, un des plus misogynes. Franchement, ses textes sur les femmes, ils sont choquants, c'est le mot. Mais attention, l'idée ici, ce n'est pas juste de le juger et de refermer le livre. Non, on va essayer de voir ce que ces préjugés, aussi terribles soient-ils, nous disent sur toute sa philosophie, sur sa vision du monde. Et je préviens, il faut s'accrocher parce que ça secoue un peu. Bon, voilà, ça pose le décor. On peut dire qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Cette phrase, c'est vraiment le cœur du problème, de toute la controverse. C'est violent, c'est direct, mais c'est justement notre point de départ. On va l'utiliser pour essayer de comprendre comment sa pensée s'articulait, bien au-delà de cette simple affirmation. Maintenant, il faut ajouter une pièce importante au puzzle. Un contexte qui est essentiel. Avant d'être misogyne, Schopenhauer était misanthrope, c'est-à-dire qu'il détestait l'humanité, tout entière, hommes et femmes. Sa vision des femmes, en fait, c'est juste un chapitre de son pessimisme global. Pour donner une idée du personnage, il considérait les chiens comme bien supérieurs aux humains. Ça situe un peu le bonhomme. Allez, on entre dans le vif du sujet. Première partie, on va décortiquer tout ça. L'objectif, c'est de comprendre la logique, s'il y en a une, derrière ces préjugés. De voir comment toutes les pièces de son système de pensée s'assemblent. Parce que la vraie question, elle est là. Ce n'est pas tant de savoir à quel point il était misogyne. Ça, on l'a bien compris. Non, la vraie question, c'est qu'est-ce que ce jugement, aussi extrême soit-il, nous révèle sur sa conception de la nature, de l'humain, de la vie elle-même. On va se servir de ces idées les plus polémiques comme d'une porte d'entrée pour explorer toute sa philosophie. Alors, pour comprendre sa vision des femmes, il y a deux concepts fondamentaux à avoir en tête. Ce sont vraiment les piliers, la clé de voûte de tout son système philosophique. Le premier, c'est son naturalisme. Pour Schopenhauer, c'est simple. L'être humain n'a rien de spécial. Ce n'est pas une créature divine, tombée du ciel, c'est un animal, un point c'est tout. Et comme tous les animaux, il est soumis aux mêmes instants, aux mêmes lois de la nature. Et ce naturalisme, il est aussi finaliste. Ça veut dire qu'il pense que la nature a un but, un grand plan. Et ce but ultime, pour toutes les créatures, sans exception, c'est la perpétuation de l'espèce. Rien d'autre. Chaque être, chaque chose a un rôle bien défini à jouer dans ce grand projet. Et c'est précisément là que sa vision des hommes et des femmes entre en jeu. Pour que le plan de la nature fonctionne, pour que l'espèce survive, il imagine une sorte de complémentarité, mais asymétrique. D'un côté, l'homme, le pôle actif. De l'autre, la femme, le pôle passif. Pensez à une prise électrique, avec la fiche mâle et la fiche femelle. Ou à des partenaires de danse. Il y en a un qui mène et l'autre qui suit. Dans sa vision, l'homme s'épanouit dans le monde public, l'extérieur, alors que la femme est cantonnée à la sphère privée, au foyer. Son but à elle, c'est l'espèce. Il trouve même une illustration parfaite de ça dans le mythe d'Adam et Ève. La punition d'Adam, c'est quoi? C'est le travail, la sueur de son front pour assurer sa propre survie, sa survie individuelle. Et la punition d'Ève, c'est d'enfanter dans la douleur, ce qui assure la survie de l'espèce. Pour Schopenhauer, c'est limpide, c'est une métaphore parfaite. L'homme se bat pour l'individu, la femme se sacrifie pour l'espèce. Bon, maintenant qu'on a cette grille de lecture, appliquons-la à un sujet qui parle à tout le monde, l'amour. Et sans surprise, avec Schopenhauer, l'analyse va être, disons, particulièrement grinçante. Et là voilà, sa conclusion. L'amour, ce grand sentiment noble et pur, une illusion. Pour lui, ce n'est rien de plus qu'une ruse de la nature, un joli déguisement, un manteau de poésie pour cacher notre instinct animal le plus basique, l'instinct de reproduction, le désir d'assurer la survie de l'espèce, encore et toujours. Et de cette vision découlent logiquement deux stratégies de reproduction radicalement différentes. D'un côté, l'homme, poussé par son instinct vers la quantité, le but étant de disséminer ses gènes le plus possible. De l'autre, la femme, poussée par son instinct vers la qualité, elle doit choisir le meilleur partenaire, celui qui garantira la sécurité et la survie de sa progéniture. Et pour lui, il suffit de regarder la biologie pour en avoir la preuve. Prenons la femme. Son potentiel reproductif, c'est environ 400 ovules sur toute une vie. C'est tout. 400 chances, pas une de plus. Et en face, l'homme. C'est des centaines de millions de spermatozoïdes à chaque fois. Le décalage est abyssal. Et pour Schopenhauer, cette différence radicale explique tout. La femme est biologiquement forcée de choisir, de sélectionner. L'homme, lui, est fait pour propager. C'est une logique quasi mathématique. Et la séduction dans tout ça? La cour, le romantisme, les dîners aux chandelles? Pour Schopenhauer, c'est du folklore. Un habillage culturel, une mise en scène un peu hypocrite. C'est juste un chemin plus long et plus sinueux qui mène, au final, toujours à la même destination, la reproduction, dictée par nos instincts animaux.
Mais c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que tout ce système qui a l'air si logique, si implacable, eh bien il cache une contradiction énorme. C'est le moment où l'édifice de Schopenhauer commence sérieusement à se fissurer. Voilà le grand paradoxe. Schopenhauer, c'est le philosophe du pessimisme. Pour lui, la vie n'est que souffrance, une erreur, et le mieux, ça aurait été de jamais naître. Et pourtant, il présente les femmes comme les agents de la perpétuation de cette vie, celles qui assurent la continuité de cette existence qu'il méprise plus que tout. Elles sont, en quelque sorte, les complices du crime. Et son naturalisme, soudain, il devient très sélectif. D'un côté, il est plutôt indulgent avec les défauts masculins comme l'agressivité ou la violence, qu'il voit comme des expressions naturelles, mais de l'autre, il critique très durement les comportements féminins, comme le fait d'être matérialiste, alors même que ça colle parfaitement à sa propre logique. Si la femme doit assurer la sécurité de ses enfants, eh bien le matérialisme devient une stratégie logique. Il y a un double standard évident. Et ça nous amène à la question qui met tout le système par terre. Si les hommes sont si supérieurs, si intelligents, si forts, pourquoi passent-ils leur vie à courir après la faveur des femmes, ce sexe qu'ils jugent inférieur? Comment peut-on être à la fois supérieur et aussi dépendant? Ça ne tient pas debout. Au final, le cas Schopenhauer est absolument fascinant. C'est l'exemple parfait d'une philosophie qui semble incroyablement cohérente, mais qui finit par s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions et de ses préjugés personnels. Et ça nous laisse avec une question un peu dérangeante pour nous aujourd'hui. Parmi toutes nos certitudes sur les différences entre les êtres humains, combien sont, elles aussi, basées sur une logique bancale qui ne tiendrait pas face à un examen un peu sérieux ?